grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Inondation de dégâts de trop, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. 15 morts et plus de 32 000 sinistrés, des cultures envahies, des animaux emportés et des biens détruits. C'est le bilan des inondations de la période du 7 au 15 août 2024 fourni par le comité interministériel de la gestion des crises et des catastrophes. Quelques heures après cette annonce, plusieurs cas d'inondation ont été enregistrés sur presque l'ensemble du territoire national. Mali Météo, de son côté, continue d'alerter sur un risque élevé d'inondation. Quelle assistance pour les sinistrés? Quelles sont les dispositions prises par les autorités pour amoindrir les effets de ces catastrophes naturelles? Que font les services de l'habitat et de l'urbanisme? Existe-t-il un service de nettoyage après inondation? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Amadou Elegem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Boubacar Daka Traoré, maire de la commune urbaine de Gao au téléphone. Adama Sambou Sissoko, environnementaliste. À la présentation, je suis Mrana Kilo Maïga, vous qui nous suivez sur 85 radios et 3 télévisions partenaires. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Suite à des fortes pluies, d'énormes dégâts ont été enregistrés ce week-end avec mort d'hommes, des blessés, des maisons effondrées à Gao, Ségou, Bankas, Léré, entre autres, suivant le bilan de ce week-end avec Issa Oumar Togola. Plus de 110 mm. C'est l'énorme quantité de pluie qui s'est abattue sur le cercle de Bankas rien que dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Conséquence, plusieurs maisons et greniers se sont effondrés, des champs de culture dévastés et beaucoup d'animaux emportés par les eaux. À Ségou également, suite à des pluies diluviennes survenues le même jour, 2 personnes ont trouvé la mort et 8 autres personnes blessées ont été enregistrées. Bamako, la capitale, n'est pas épargnée par ces cas d'inondation. Dans certains quartiers comme Yirimadio ou Missabourou en commune 6 du district, même si aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, les pluies ont causé d'énormes dégâts matériels. En plus de ces localités, dans plusieurs autres, notamment à Gao, de nombreux sinistrés sont enregistrés à cause des orages. Pourtant, la pluie, il y en aura encore d'ailleurs jusqu'au mois de novembre prochain, selon Mali Météo. Nous assistons ces derniers temps à des inondations dévastatrices. Comment analysez-vous, monsieur le directeur, ces derniers cas d'inondation survenus au Mali? Merci, monsieur Maïga. Je salue les téléspectateurs. Nous sommes au mois d'août et comme chaque année, nous assistons à des phénomènes d'inondation. Ça fait pratiquement une dizaine d'années que nous assistons à ces phénomènes. Et aujourd'hui, la situation est telle que nous devrons quand même, on l'a toujours dit, prendre des dispositions pour amoindrir ces situations. Et nous avons constaté quand même des morts. Nous prions le Tout-Puissant pour le repos éternel de leur âme et avec beaucoup de dégâts matériels. Pour la période, uniquement pour la période entre le 7 et le 15 juillet, il y a eu 15 morts et 32 000 sinistrés. Est-ce que le Mali avait enregistré une telle inondation qui a connu des morts d'hommes ces 10 dernières années? Oui. À titre de rappel, je pense bien en 2013, il y a eu des inondations. Rien que la commune 1 et 2, il y a eu près de 33 morts. Et en commune 4, 5 morts. Donc ça, c'était en 2013. Et Bamako, le district de Bamako a connu ces événements. Aujourd'hui, quelle est la situation générale des inondations sur l'ensemble du territoire national? Parce qu'on vient juste d'écouter le reportage où pratiquement le service des météos a annoncé quand même qu'il y aura de la pluie. Effectivement, il y a eu beaucoup de pluie à travers le pays. Et Bamako a connu la région de Ségou, le cercle de Bla, la région de Gao, Sikasso, un peu partout, avec ces précipitations ajoutées au changement climatique. Le territoire a connu beaucoup de pluies qui ont occasionné réellement ces inondations.
Les derniers cas d'inondation qui ont eu lieu ce week-end, la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat n'a pas eu un bilan sur ces cas d'inondation qui sont enregistrés sur l'ensemble du territoire. Bon, le bilan, effectivement, quand tu as eu ces inondations, et ça c'est chaque année, comme je l'ai dit au tout début en 2013, quand il y a eu ces inondations, nous avons dépêché des équipes sur le terrain pour faire le point des inondations le long des différents collecteurs, puisque nous avons remarqué que ces inondations se produisent généralement le long des différents collecteurs et dans des bas-fonds. Et donc nous avons constaté quand même, comme je l'ai dit, le long de tous les collecteurs, pratiquement sauf ceux qui sont aménagés, qui est le Jafarnako, nous avons constaté le long des collecteurs de Misabougou, le collecteur Suguninko qui traverse les quartiers Nyamakoro, Suguninko, et le collecteur au niveau de Misabou, nous avons constaté quand même de l'eau qui est montée jusqu'à plus d'1 mètre de hauteur à l'intérieur de certaines concessions. Monsieur le maire, Gao a enregistré ce week-end des cas d'inondation qui ont causé des pertes en vie humaine et également des maisons effondrées. Qu'est-ce qui est arrivé à Gao? Comment cela est-il arrivé à Gao? Merci beaucoup. Je salue pratiquement tous ceux qui sont là pour cette émission et particulièrement la télévision et la radio Tamani d'avoir pu quand même nous contacter pour ce débat. Et sûrement, nous avons constaté dans ce dernier temps un changement climatique qui Gao n'a jamais connu. Si les pluies diluviennes se sont abattues sur la ville, c'est parce que tout simplement, c'est un changement climatique. Et qui a amené aussi à ce qu'il y a pratiquement le manque de caniveaux nécessaires pour faire le drainage des eaux et aussi le d'incivisme des populations par rapport à ce cas d'inondation. Cela, nous ne pouvons pas quand même faire le constat direct. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des maisons détruites, plus de 200. Mais cela, nous ne pouvons pas quand même donner un chiffre exact en ce moment parce que nous sommes en train de faire ce que nous devons faire parce que l'urbanisation de la ville étant très avancée mais sans caniveau. Si je me donne à situer les cas par cas, ça m'amène à ce que, à ce Sokoira, déjà la ville a vraiment poussé vers la haut, dans le nord, mais l'urbanisation n'a pas été faite. Et cela aussi, vers le côté d'Algérie Bandia, aussi le même cas s'est produit. Il manque, ça fait un temps que la ville de Gao n'a pas connu une urbanisation qui va répondre aux normes techniques de la ville. C'est ce qui nous amène à ces inondations que nous déplorons. Je pense qu'en ce moment où nous sommes dans ce changement climatique, nous devrons faire en telle sorte que tout ce qui peut nous amener à des cas de ce genre, parce que déjà, il qu'il y ait eu quand même des dégâts et que ça ne se recommence plus parce qu'il va falloir que les services de l'urbanisme donc à voir maintenant quelles sont les voies à tenir, les voies et les moyens à tenir. Et que du côté de la mairie aussi, qu'on continue à sensibiliser les populations pour qu'il n'y ait plus quand même un tel cas d'incivisme qui arrive jusqu'à ce que tous les caniveaux soient quand même obstrués et que nous ne pouvons pas quand même. Il y a eu aussi le cas des dalles qui sont sur certaines des boutiques de la ville de Gao qui ont contribué quand même à freiner carrément tout ce qui était des débris qui venaient des caniveaux qui sont bloqués sous les dalles. Donc voilà en question les questions qui peuvent être tenues en ce moment sur lesquelles nous pouvons discuter et comprendre ce qui se passe réellement dans ces villes du Nord. Et je vous dis sincèrement que nous sommes très désolés de constater cette dégâts. On ne s'y attendait pas, parce que Gao n'a pas l'habitude. Dans les 10 jours, entre un intervalle de 10 jours,
Nous avons enregistré de la météo plus de 180 et quelques millimètres sur la ville. Donc le dernier aussi était à 100 et quelques. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas eu des grands intervalles qui ont fait que l'eau n'a pas pu faire le chemin que ça devrait prendre par sa lenteur d'avant. Sa lenteur d'avant veut dire que les caniveaux n'ont pas l'habitude de contenir de tels nombres de millimètres d'eau. D'accord. Donc Mais ça va lentement, mais sûrement tant que l'eau n'est pas à une hauteur. Mais à la date... Imaginez si l'eau est à hauteur de plus d'un mètre. Ce que ça peut faire. Ce n'est pas un caniveau qui peut le retenir. À la date d'aujourd'hui, quel est le bilan des maisons effondrées à Gao? Bon, je vous rassure que le bilan est très compliqué d'ailleurs. C'est ce que je peux dire parce qu'on n'arrive pas à faire le constat général. Parce que Gao, en général, c'est des maisons faites en banco. Ces maisons sont tous inondées en ce moment, ils contiennent de l'eau. Et l'eau dans les maisons en banco ne tiennent pas, surtout quand le soubassement déjà est mouillé. Quand le soubassement est mouillé, la roue ne tient plus. La force des maisons en banco, c'est le soubassement. Quand le soubassement ne tient plus, le poids de toute la maison se repose sur le soubassement qui est carrément détruit. Donc, on constate quand même que les autres maisons ne sont pas quand même à l'abri aussi de l'effondrement. Et pour le moment, nous avons plus de 200 et quelques maisons effondrées. Pour le moment. 200 et quelques. Et toujours sous les maisons. D'accord. Mais comment est-ce possible qu'une si grande ville comme Gao ne dispose pas de passage d'eau? Comment c'est possible? Oui, c'est aussi un cas général que je peux expliquer. C'est l'urbanisation de la ville qui a dépassé, c'est une urbanisation dépassée qui nous a amené à tout cela. On est en train de lotir la ville et que sans urbanisation. C'est ce qui fait qu'il y a eu ces dégâts. Quand vous allez voir, et si on donne un hectare partout dans lequel il n'y a pas de rue, forcément, il va y avoir un blocage quelque part. Cela est possible. Mais dans l'urbanisation de la ville, on doit tenir compte de tout cela. Mais parfois, on n'en tient pas compte. C'est ce qui fait que ça nous amène à des problèmes. Sinon, il n'y a pas de caniveaux nécessaires qui peuvent drainer les eaux. Je peux vous dire, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul caniveau ou bien un collecteur à ce moment. Mais qui doit faire ces caniveaux-là? Ces caniveaux, bon, c'est les statistiques de l'État qui va nous amener à ces caniveaux. D'accord. L'urbanisation de la ville, c'est des statistiques. Et maintenant, les statistiques donnent à ce que, forcément, il faut qu'il y ait du drainage de l'eau. Le drainage de l'eau là, doit être conclu dans l'urbanisation de la ville. Et quand cela est fait, d'habitude, de normes, c'est l'État qui doit fournir quand même les caniveaux. Si nous avons des partenaires qui nous aident, par exemple, à Montant, il y a déjà des caniveaux qui sont quand même construits à Montant, qui sont en train de fonctionner. Ce n'est que trop en Montant. Donc ceci fonctionne. Ce que nous devrons avoir à un moment donné qu'on a cherché à faire, cela n'a pas pu être parce que tout simplement, ça devrait être fait par les projets 3 frontières. Gardez la parole. Les projets 3 frontières n'ont pas pu les réaliser parce qu'il y a eu quand même une restriction qui l'empêche. Donc on fait partie de cette restriction que nous avons perdu deux caniveaux qui étaient tellement nécessaires pour nous qu'on devrait faire pour empêcher certaines inondations. Ok, gardez la ligne, vous aurez la parole dans peu de temps. Adama Sambou Sissoko, monsieur le maire vient d'évoquer tout de suite que 200 et quelques maisons sont effondrées à Gao, qui a enregistré en l'espace de 10 jours 180 mm. Il met en avance comme cas ce qui serait à la base de cas d'inondation
d'inondation, le changement climatique, le manque d'urbanisation, manque de caniveaux, l'incivisme des populations. Comment est-ce possible quand on affirme que ces cas d'inondation seraient liés au changement climatique? Changement climatique par rapport à quoi? Merci, M. Imorana. Je remercie mes co-débatteurs, à savoir M. le directeur ainsi que M. le maire qui est en ligne et tous ceux qui nous suivent actuellement à travers la télé ainsi que les différentes radios. Si on parle des inondations, il faut situer à deux niveaux. Les inondations en milieu urbain et les inondations en milieu rural. Gao, c'est une commune urbaine. Bamako, l'est. Aujourd'hui, Bla, vous voyez un peu. Mais quand vous partez à Kaï, Nema, c'est un village qui a été inondé également, comme d'autres localités. Donc, si nous devrions mettre cela sur le dos des changements climatiques, je dirais, bon, le changement climatique pour la ville de Gao, dont la pluviométrie moyenne est de 200 mm par an. Si on a 180, c'est comme si, en l'espace de 10 jours, c'est comme si presque la totalité de la quantité de pluie attendue pour toute l'année venait de tomber. Et je rappelle que le dernier cas d'inondation qui se sont enregistrés ce week-end, il y a eu 95 mm tombés à Gao. Donc, vous voyez, là, mais de l'autre côté, ça, ce sont des phénomènes naturels. Maintenant, quand on est en ville, je prends l'exemple de la ville de Gao. Les données qu'on a ici, la ville de Gao fait aujourd'hui 38,5 km². Qui a donné l'autorisation de déboiser à Gao? C'est le service d'urbanisme que l'État a donné les latitudes. Bamako, c'est 267 km². Et nous, les environnementalistes, nous concevons la nature comme étant le sol, c'est comme mon corps, le corps humain. La seule protection du sol, c'est la végétation. Quand le sol est sans végétation, c'est comme si vous devriez me frapper avec le fouet, alors que malheureusement, je n'ai pas d'habit. Donc, le fouet va être en contact directement avec mon corps. Cela me fera plus mal. Donc, si on a déboisé autant dans nos villes, c'est que nous avons exposé le sol à ce qu'on appelle d'abord le phénomène de splash. Donc ces cas d'inondation étaient prévisibles? Étaient prévisibles, quelque part. Parce que, M. le maire l'a dit, il n'y a pas de caniveau à Gao. Bamako qui est là aujourd'hui, imaginons un peu, nous nous sommes dit en tant qu'environnementalistes au total, si nous prenons toutes les villes principales, parce qu'il y a les villes secondaires du Mali, Bamako, Gao, Kidal, Tombouctou, Mopti, ainsi de suite, on devrait avoir aujourd'hui 421 126 arbres supplémentaires lorsque l'urbanisme avait adopté la politique de maintien de 2 pieds d'arbres par famille. Et si on avait ces arbres, en plus de ceux qui existent, je ne pense pas que l'inondation allait arriver jusqu'à ce niveau. Donc là, c'est ce que j'appelle les causes lointaines des inondations. Les causes immédiates des inondations maintenant au Mali, là, il y a l'incivisme. Là où il y a les caniveaux, les gens vont déverser les déchets là-dedans, ce qui fait mal. Là où il y a les caniveaux, malheureusement, le cas de Missabougou est là. Mais vous savez qu'il y a des familles à Missabougou dont on ne doit pas vraiment s'apitoyer sur leur sort. Pourquoi? Ils ont été bouchés le passage de l'eau. On a été construire des maisons sur le passage de l'eau. Le marigot a été obstrué par les constructions sur humaines. Les lits de cours d'eau. Sur les lits de cours d'eau. Il y en a même qui ont bouché totalement et puis ils ont fait une virgule. Mais comment, quand vous faites la virgule, vous pensez que l'eau a... Non. L'eau n'a pas la faculté de faire la virgule, mais elle va casser ta maison.
quand la force y est. Et de l'autre côté, malheureusement, ceux à qui on a donné l'autorisation de construire sur ces lits de marigots, et ils ont les gros moyens pour faire des soubassements solides. Et quand l'eau vient, l'eau va aller malheureusement inonder des pauvres qui sont à côté. C'est le lieu pour moi de prier sur l'âme de tous les défunts et de dire à ceux qui en sont victimes, qui sont dans nos écoles, qui sont, vous voyez un peu, qu'ils ont le soutien de tous les environnementalistes du Mali et que l'État malien doit s'assumer maintenant. Monsieur le directeur, vous êtes interpellé, l'urbanisme est interpellé, on parle de manque d'urbanisation dans les grandes villes du pays. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'urbanisation dans les grandes villes du pays? Merci bien pour cette question. En fait, le problème d'urbanisation sur le territoire, je vais donner des petits détails. Une opération de lotissement, une opération d'urbanisme, comme on appelle généralement les lotissements, les réhabilitations et autres. Vous savez, les textes sont là pour les réglementer. Un projet de lotissement est réglementé à travers un texte qui tient compte de la surface à accorder pour les habitations, la superficie à accorder pour les voies, la superficie à accorder pour les équipements, les espaces verts. À titre de rappel, je vais dire à M. Sambou qu'une opération d'urbanisme dans nos textes, on prévoit 10 mètres carrés par habitant. Les textes prévoient 10 mètres carrés pour chaque habitant dans un lotissement. Donc, ce qui veut dire que vous prenez en compte les risques des cas d'inondation dans l'urbanisme. Mieux que ça, un projet de lotissement, quand on établit, il y a toujours des impacts qui sont évalués. C'est-à-dire qu'il y a des notices d'impact environnemental qui sont faites pour accompagner le projet de lotissement. Ça fait partie des pièces constitutives pour avoir une autorisation définitive de lotissement. Avant qu'on arrive là, une grande ville, quand on prend les villes, aujourd'hui, sur le territoire, nous avons plus de 100 villes qui sont dotées d'outils de planification urbaine. Celui des schémas directeurs d'urbanisme avec des plans d'urbanisme sectoriels. Et l'élaboration de ces documents, elle est participative. Ça fait impliquer toutes les couches socio-professionnelles. Les bureaux d'études qui élaborent également, c'est des urbanistes agréés. Et dans leur équipe, ils ont des environnementalistes, des sociologues, des géographes, des ingénieurs. Donc, c'est tout ce monde-là associé qui élabore ces documents avec la population. Et les zones d'inondation, il est prévu dans ces documents, toutes les zones qui peuvent provoquer des inondations sont écartées de l'habitat. C'est des zones généralement qu'on prévoit pour les maraîchages ou autres activités. Mais comment expliquez-vous que des maisons soient construites, comme Adama Sambou Sissoko l'a indiqué, sur les lits de cours d'eau? Comment expliquez-vous cet état de fait? Bon, cette situation, aujourd'hui, nous avons des cas de mort. Nous allons prier pour leur âme. Mais je peux vous rassurer que tous ceux qui sont dans ces cas, vous trouverez que les services de l'urbanisme, à un moment, ont tout fait pour les empêcher. Je peux le dire à 90%, tous ceux qui sont dans ces cas. Quand on prend le cas de Missabou aujourd'hui, qui est vu par tout le monde, vous savez que le premier plan qui a été fait, approuvé par le gouverneur, parce que c'est le gouverneur qui approuve les plans. Ce premier plan aujourd'hui, si vous le prenez et que vous partez sur le terrain, vous n'allez pas vous retrouver. Ce plan a été élaboré en laissant des servitudes minimum de 30 mètres entre les bâtis, minimum. Vous verrez que ces endroits, sur les premiers plans, c'est des espaces qu'on a prévus comme espaces verts, qui n'étaient pas propices à l'habitat. Mais qui a vendu ces espaces-là? Allez savoir. Ce n'est pas les services de l'urbanisme. Les services de l'urbanisme ne donnent pas des autorisations de construction? Vous pouvez vérifier, je vous dis de vérifier après ce débat. Allez-y vérifier sur le terrain, ceux qui sont sur le site,
s'ils ont des autorisations de construire, vous ne trouverez pas une autorisation de construire délivrée par les services de l'urbanisme. Je le dis en connaissance de cause. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez tenté à 90% de faire déguerpir ceux qui se sont installés sur les lits de cours d'eau, Oui. mais cela n'a pas marché. Pourquoi cela n'a pas marché avec vous? Cela n'a pas marché parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le précise, il y a l'incivisme. On le dit en Bambara, Kujita Boulisrabla. Même si on te donne une parcelle dans un cours d'eau où vous savez très bien qu'en cas de forte pluie, vous serez inondé, moi je pense que vous ne devrez même pas accepter. Mais aujourd'hui, c'est l'incivisme. On peut citer beaucoup de cas qui ne sont même pas les cours d'eau aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que la zone aéroportière, j'ai eu une petite parenthèse, on dit que c'est un domaine qui a été, une DEP qui a été déclarée, et c'est un domaine public. Et ça a été délimité par les balises. Tout le monde le voit. Mais aujourd'hui, les gens le construisent à l'intérieur, nuit et jour. Et nous, au niveau de nos services techniques, nous avons des brigades de contrôle des servitudes. Ils passent sur le terrain. Ils ont fait arrêter en vain les gens. Et nous, ce que nous pouvons faire vers la fin, c'est de dresser des PV d'infraction et transmettre le dossier au niveau des juridictions. Et nous en avons fait, je suis sûr, des milliers par rapport aux occupations dans les servitudes et d'autres espaces. Et aujourd'hui, avec les rencontres que nous avons tenues avec les services, la justice, beaucoup de dossiers sont en train de sortir. Parce que nous transmettons des PV d'infraction et une fois que nous constatons qu'il y a un refus d'obtempérer après des convocations, et vous le savez très bien, les matériels sont ramassés, les brouettes, les pelles, pour les empêcher, mais ils profitent souvent pour travailler les week-ends. Certains, ils travaillent après la descente. Et sans oublier que le district de Bamako, les moyens manquent pour les services techniques. Aujourd'hui, le district de Bamako, nous avons 3 équipes pour les 6 communes. 3 équipes. Avant de faire le tour, avant d'arriver à un certain quartier, nous constatons malheureusement que certains ont terminé de construire. Et comme je l'ai dit, d'autres construisent nuitamment. Certains, c'est les week-ends. Vous savez que les services de l'urbanisme peut-être ne passent pas. Mais malgré tout ça, quand nous constatons en certains endroits, nous dépêchons des équipes souvent pour aller vérifier. Mais ce qu'il faut dire, les occupations, c'est les occupations illicites. C'est illicite. Et ce qu'ils ont construit, ils ont construit sans autorisation de construire. Sinon, les plans ont été établis dans les règles de l'art pour éviter ces inondations. D'accord. Monsieur le maire, au niveau des collectivités, comment se fait la gestion des écoulements? Sûrement, la gestion des écoulements se fait par nos services techniques, assistés des manœuvres, puis à un moment donné, on arrive à tirer le caniveau. C'est le caniveau que nous devrons tirer, et en particulier, parfois nous sommes aidés par la population. Donc, ce caniveau-là, une fois il faut le tirer, normalement, l'attention devrait venir des populations pour que ces caniveaux-là ne sont pas encore obstrués. Et c'est cela qui ne se fait pas dans les règles de l'art. En tirant le caniveau, normalement, il devrait être, on doit le faire avant l'hivernage. Mais quand on le fait avant l'hivernage, juste à l'hivernage, on trouvera que c'est bloqué encore. Avec des sacs remplis de bloqués. Donc, c'est ce qui fait carrément le problème. Donc, à un moment donné, on est obligé d'attendre à quelques pas de l'hivernage pour essayer de tout débloquer, sinon les gens ne pourront pas. Donc, c'est ça le grand problème. Le schéma d'urbanisation de la ville de Gao, je peux vous dire qu'elle ne respecte pas les normes requises. Et je vois le schéma directeur. Quand je vois l'année où on n'a pas un nouveau schéma à aujourd'hui, je vois que vraiment il y a quelque part, ça ne va pas. Or, nous devrons avoir un schéma dans les années requises. Donc,
c'est pas fait. Je crois que c'est un schéma caduc en ce moment. C'est ce que je pense actuellement. Donc il va falloir vite voir ce qui peut être fait pour voir comment nous pouvons quand même, avec les services techniques et avec la mairie, pour essayer de voir ce qui peut être fait pour empêcher les constructions anarchiques qui ne sont pas quand même autorisées par les services de développement. Monsieur le maire, vous parlez de construction anarchique, pourtant ces terrains nus sont vendus par des autorités communales. Non, dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, mais dans des cas de ce genre, si je vous dis qu'il faut des autorisations de construire, parce que moi je considère qu'un terrain qui a été donné doit pouvoir avoir des autorisations de construire. Parce que ça serait dans le schéma de la ville. Quand c'est dans le schéma, forcément, l'urbanisme pourrait le retrouver dans son schéma. Quand c'est dans le schéma que l'urbanisme a donné, et normalement, ça doit répondre aux normes de construire. Et sûr que si tu as quand même ton titre foncier ou bien ton CIH, cela ne te donne pas le droit de construire sans que l'urbanisme ne te donne pas une autorisation. Mais pourtant, beaucoup de maisons construites, les propriétaires font sortir des papiers qui sont attribués par les mairies. Pas les mairies, la mairie, même si la mairie, c'est pas, la construction n'est pas due au paysage ou bien au titre foncier. C'est dû à l'urbanisme qui doit donner une autorisation de construire parce que ils vont inspecter le terrain pour voir est-ce que tu peux construire sur le terrain en ce moment ou bien comment tu dois le faire. C'est ça les qualités qu'on demande. Mais comment il a eu le terrain, normalement ça doit sortir de l'urbanisation de la ville. Il doit être clair et net qu'un terrain ne peut pas être donné tant que l'urbanisme n'est pas au courant de ce terrain-là. Si l'urbanisme ne se voit pas dans la carte, quand on ne se voit pas l'urbanisme, c'est que ce n'est pas bon. Il ne doit pas lui donner une autorisation. Si une autorisation est donnée aussi, c'est expressement par l'urbanisme. D'accord. Monsieur le maire estime que les autorisations doivent passer forcément par l'urbanisme. Il parle également de manque de schéma directeur, les schémas directeurs qui ne respectent pas les normes à Gao. Comment cela est-il possible que des schémas directeurs ne respectent pas des normes? Bon, cela peut être possible dans la mesure où si le schéma a été élaboré il y a un moment. Parce que chaque document a quand même une durée de vie bien déterminée, surtout en matière de planification. Soit on révise, soit vous voyez un peu. Maintenant, s'il nous donnait la date de l'ancien, sinon du plan d'urbanisme qu'il a sous la main, cela pouvait mieux nous situer. Et voilà. Maintenant, par rapport aux autorisations et la vente de terrain, là, nous, en tant qu'environnementalistes, on s'est dit qu'il y a un problème de synergie et de collaboration entre les différents services de l'État. Aujourd'hui, quand il y a les inondations, à Bamako, on va jeter la pierre au ministère de l'Environnement parce que les caniveaux sont bouchés. Je me demande quel est le lien et de collaboration aujourd'hui entre les différents ministères qui doivent travailler autour de la question d'inondation, à savoir le ministère de l'Environnement, l'urbanisme est là, le domaine et le cadastre, je ne le vois pas ici, il devrait être là, l'université qui doit faire également des recherches, ainsi de suite. Et quand il y a les inondations surviennent généralement, il y a le service de développement social qui vient en appui aux victimes. Donc, vous voyez que la liste est vraiment longue en tant que services qui doivent intervenir, la santé. Donc, c'est tous ces départements ministériels qui doivent travailler main dans la main jusqu'au plus bas de l'échelle. Tant que cela n'y est pas, moi je fais comme ci à gauche, l'autre fait comme ça à droite, ça ne marche pas. Et malheureusement, ce sont les populations lambda qui sont victimes.
Le cas de Bla est là, on l'a dit à Gao, ça est là. À Bamako, en 2019, il y a eu des morts d'hommes. Et quand nous, on a fait une sortie sur le terrain au niveau de Daoudabougou, entre Daoudabougou et Niamakoro, les étudiants ont mesuré, l'eau était montée jusqu'à 3 mètres de hauteur. Mais un territoire peut-il rester sans une gestion des ouvrages de protection hydraulique? Non, ce n'est pas possible. C'est que quelqu'un ne joue pas son rôle. Il y a eu des transferts de compétences aux collectivités. Par exemple, aussi, je prends le cas de l'assainissement. Pour assainir la ville, cela relève de la municipalité. Quand nous sommes en commune 2, aller enlever les déchets de la famille et au niveau du dépôt de transit, cela relève de la compétence du maire de la commune 2 comme d'autres maires sur le territoire malien. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres également entités qui entrent en ligne de compte. Si nous prenons les marigots qui jalonnent la ville de Bamako, mais le marigot qui passe sur le territoire d'une commune quelconque, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour empêcher à ce que les gens puissent jeter les déchets là-dedans? Et si je prends le cas de Diafranako, jusqu'à ce que ce Diafranako-là soit aménagé, la commune 3 était quand même en tête, entre guillemets. Chaque fois qu'on parlait d'inondation à Bamako, on pointait du doigt la commune 3. Mais depuis que Diafranako a été aménagé, Dieu merci, on entend de moins en moins la commune 3 parmi les communes victimes d'inondations. D'accord. Et il nous reste 9 minutes à partager ensemble. Monsieur le directeur, on revient à l'autorisation. Le maire disait tout à l'heure que les autorisations ne proviennent que de l'urbanisme. Est-ce à dire que quelqu'un est certainement interpellé? Quelqu'un est certainement interpellé. Merci bien. Et sans votre question, j'allais revenir sur ça. Et pour dire qu'il y a le décret 031 de 2020 qui porte sur la réglementation en matière de construction. J'ai rappelé que le permis de construire est délivré par 2 structures. Un, les représentants de l'État auprès des communes si l'État est le maître d'ouvrage. Un exemple, si on doit construire un hôpital, on doit construire une université qui appartient à l'État, et là c'est le représentant de l'État auprès de la commune. Ça peut être le préfet, le sous-préfet et le gouverneur qui autorisent. Et en dehors de ça, en dehors des bâtiments où l'État est le maître d'ouvrage, tout le reste est autorisé par le maire de la commune. L'urbanisme joue le rôle d'instruction. La demande, les plans sont constitués, déposés au niveau de la commune et le maire envoie les dossiers au niveau des services de l'urbanisme. Et l'urbanisme n'est pas la seule structure qui traite. Quand l'urbanisme reçoit, j'ai dit, il joue un rôle d'instruction. Le dossier est transmis au service de l'environnement. Le dossier est transmis au niveau des domaines. Il est transmis au niveau de l'énergie. Tous les services techniques impliqués dans la gestion, ils ont tous leur mot à donner par rapport au dossier. C'est lorsque l'urbanisme reçoit l'avis favorable de ces différentes structures qu'il transmet le dossier au maire ou au gouverneur pour autoriser. Donc, ce n'est pas l'urbanisme. L'urbanisme joue un rôle d'instruction. D'accord. L'urbanisme joue un rôle d'instruction. Alors, quels sont les types d'actions mises en place pour prévenir les inondations? Aujourd'hui, déjà, les plus hautes autorités ont commencé à faire le curage des grands collecteurs. Et la partie du Diafranako qui a été aménagée aujourd'hui, on n'en parle pas. Si l'État nous permettait, j'avais fait une petite statistique par rapport au coût total des investissements qui sont réalisés dans ces collecteurs. Puisqu'en 2013, après les inondations de 2013, nous avons recensé toutes les occupations et chiffré le coût des investissements dans les servitudes, commune par commune, collecteur par collecteur. Ça a été fait en 2013 et que nous actualisons chaque année. Maintenant, par rapport aux investissements, j'en ai parlé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, le projet PRUBA, qui est le projet de résilience urbaine de Bamako, à travers la Banque mondiale, le financement de la Banque mondiale, prévoit de construire des collecteurs sur trois collecteurs naturels. C'est-à-dire le Sokoninko, le Tchenkoulé, qui traverse la commune 1 et commune 2, et Misabou. Donc ça, c'est un projet et la Banque mondiale
à travers le projet Préba, décidé d'aménager ces collecteurs pour qu'on puisse sortir de là. Et pour ce qu'il faut dire en réalité, ces collecteurs ne doivent pas rester à l'état naturel dans une grande ville. Tous ces collecteurs doivent faire l'objet d'aménagements au minimum à l'image du Jafanako qu'on a vu. Et tant qu'il n'y a pas ces aménagements, je pense qu'on se fatigue, les inondations vont aller. Et aussi, demander aux citoyens d'arrêter ces constructions dans les lits de ces marigots, d'avoir des actions, de ne pas jeter des ordures comme on le voit. Et certains ouvrages sont là. Le cas de Misabou, le siphon qui doit recevoir toute l'eau qui vient de la commune 6 et qui doit passer sous le siphon et passer sous le canal, en fait, l'eau, toute sa quantité d'eau qui arrive, passe sous un petit ouvrage pour aller vers le fleuve. Il y a eu des moments, quand le lit du fleuve est rempli, vous voyez, donc c'est un phénomène de vase communicant. Et donc toute cette quantité d'eau qui arrive, difficilement ne part. Et une fois que le siphon là est bouché avec des ordures, les images sont là. Quand tu passes là-bas, c'est rempli des ordures. Et donc une fois que le passage d'eau est bouché, ça fait une retenue d'une quantité d'eau en amont. Et c'est cette quantité-là qui inonde. Donc la quantité d'eau va passer après avec un débit très faible. Et donc, tant que ce siphon aussi n'est pas récalibré pour que ça puisse passer, et sans oublier qu'il faut le dire, je ne me fatigue pas de le dire, il faut qu'il y ait des actions dans ce sens. Et l'incivisme également, on ne finira pas de parler. Arrêter la construction dans les cours d'eau, arrêter de jeter des ordures pour pouvoir venir boucher ces ouvrages de passage d'eau. Monsieur le maire, face à l'urgence, qu'est-ce qui est fait pour apporter une assistance urgente aux personnes touchées par les inondations? Bon, face à l'urgence, moi, je suggère, je comprends aisément qu'il faut partir dans le sens de voir les populations sinistrées et de pouvoir les assister. Si à tous les niveaux, tout le monde s'y prend, donc je pense que ça ferait un coup de tête. Et nous pouvons quand même compter sur les bonnes volontés et compter sur les États et nous tous pour que ces populations sinistrées puissent quand même avoir quand même le meilleur de l'année. Donc nous ne pouvons que compter d'abord sur nous-mêmes avant les bonnes volontés. Et j'en suis sûr que ma voix sera porteuse auprès des autorités pour qu'ils puissent quand même venir en aide pour ces populations qui n'ont pas prévu cela et qui sont aujourd'hui dans les écoles, qui vont s'ouvrir bientôt. On ne sait même pas là où il faut encore les recorder. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les risques d'inondation et de sécheresse et renforcer la résilience climatique au Mali? Oui, bon, je pense qu'il a parlé de notice environnementale. La notice environnementale est respectée sur toute la ligne dans tous nos ouvrages. Et dans tout ce que nous faisons, si nous avons famille de construction de l'État, et dans nos calculs, la notice environnementale, nous la portons devant tous les projets, sur toute la Banque mondiale et des autres. Et ils n'accepteront jamais qu'il n'y ait pas une notice environnementale avant quand même d'avoir quand même l'ouvrage en question. D'accord. Ça, je pense que c'est une solution, mais de cette façon, nous devons aller d'abord dans un sens où nous-mêmes, nous pouvons porter et éduquer nos populations dans ce sens. D'accord. Il nous reste 1 minute 30 secondes à part. Il nous reste... Monsieur le producteur, surtout nous du Nord, et nous qui construisons avec des matériaux précaires, qui déjà, tout le monde connaît que c'est le stable simplement, c'est pas en dur, que soit en semi-dur ou bien carrément fait en banco. Et qui ne tiennent pas devant l'eau, qui ne tiennent pas. Et nous sommes quand même dans des endroits aussi que c'est sablonneux. D'accord, monsieur le... sable perçoit beaucoup d'eau et puis la construction ne tient pas. D'accord, monsieur le maire, il nous reste 1 minute. On va donner le temps à Damasambou Sissoko de clôturer. Comment atténuer les effets dévastateurs des inondations, Adama? Pour atténuer les effets dévastateurs des inondations aujourd'hui, il faut revoir le plan d'urbanisme là où il le faut
Et en milieu rural, il faut qu'on essaye de revoir un tout petit peu les installations des habitations humaines par rapport aux différents fleuves et marigots. Monsieur le directeur, le plan de l'urbanisation sera revu? Le plan d'urbanisation pour Bamako est en cours. Il y a même eu des dossiers d'appel d'offres pour le recrutement d'un bureau, tout à travers la Banque mondiale qui a financé. Et dans toutes les communes également, actuellement, le plan, le schéma directeur d'urbanisme de Kouchala, de Djoila, de Kenyeba, de Bougouni sont en cours et bientôt ces plans seront, ces schémas directeurs d'urbanisme seront disponibles. Je l'ai dit au tout début que nous avons plus de 100 villes au Mali qui sont dotées d'outils de planification urbaine qui sont les schémas. Et ces schémas précisent la vocation première des sols. Là où on doit faire l'habitat, là où on doit faire l'élevage, là où on doit faire le commerce, ces schémas prévoient. Mais si on ne respecte pas, vraiment, ça peut poser des problèmes. Si les outils de planification sont clairs par rapport aux installations des différentes activités. Merci, monsieur le directeur. C'est sur vos mots que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur les inondations de dégâts de trop. Et nous étions avec Mahamadou Welegem, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, Boubacar Daka Traoré, maire de la commune urbaine de Gao, Adama Sambou Sissoko, environnementaliste. Ce débat vous a été présenté par Imrana Akilou Meiga à la régie vidéo et régie technique. C'est Ibrahim Sanogo et Seydou Dao. Merci de l'avoir suivi. À demain.